nous avons souhaité réserver encore une fois un temps de débat. C'est pour dire quand même qu'on n'est pas fermé au débat. On a prévu une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre aux questions de la salle et aux questions du chat. Donc je laisse Laurence piloter cette séquence pour recueillir vos questions. Ils nous répondront ensuite. Les résolutions. D'ores et déjà, y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main et on vous apportera un micro, puisqu'il faut que les personnes qui sont à distance puissent entendre vos questions. Là-bas. J'ai oublié quelque chose. Je peux rendre le micro? Commence. J'ai oublié de préciser. Allô, allô? Non, on ne veut pas. Non, si vous ne pouvez pas me donner la parole. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Non, toujours pas. Juste une précision. Toutes les questions qui ont été posées dans le chat du webinaire du 30 avril, Laurence a retrouvé la date, et qui nous ont été adressées par écrit, ont obtenu une réponse. Ceux qui nous ont posé ont reçu un mail, en principe depuis hier, c'est encore en train d'arriver, et toutes les réponses aux questions figurent sur le site du Crédit Coopératif, de manière tout à fait transparente, sur le site institutionnel, dans la partie consacrée à l'Assemblée Générale. Voilà, je voulais préciser ça avant. Ce qui ne vous empêche pas de poser des questions maintenant. Merci. La personne qui a le micro, madame. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? Merci. Bonjour, je veux bien une réponse sur la question qui a été posée par la dame tout à l'heure concernant les rémunérations. D'autant plus qu'il y a cette histoire de résolution qui avait été proposée puis retirée sur cette question du déplafonnement des rémunérations. Donc je veux bien savoir où on en est sur les rémunérations des dirigeants du Crédit Coopératif. Merci. Merci, madame. Si vous pouvez apporter le micro aux autres personnes pendant que nous répondons, s'il vous plaît. Comment c'est ? Bon, alors sur... Attends, non, on n'en prend pas plusieurs en même temps? Non, le temps que les personnes autant pour moi. Il faut mieux répondre au fur et à mesure, mais je disais justement d'apporter les micros suivants. Je commence alors. Sur la question des rémunérations, donc vous avez dans les réponses que j'évoquais par écrit, pour le coup, quelque chose d'exhaustif que je ne vais pas vous lire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Les rémunérations, alors ça dépend de quoi on parle, des dirigeants exécutifs, c'est-à-dire le directeur général et le directeur général adjoint, ont des rémunérations fixes dont l'essentiel est cadré par le groupe BPCE, parce que ce sont des cadres dirigeants du groupe BPCE. Et ensuite, sur la partie variable, le Crédit Coopératif a sa propre politique, distincte des autres banques du groupe BPCE, puisque nous avons, depuis pas mal d'années maintenant, je ne sais plus depuis combien de temps, à vrai dire, et dans une politique de rémunération qui a été encore validée récemment, plafonné à 30% le montant du variable des dirigeants du directeur général et du directeur général adjoint, sachant que dans les banques populaires et les caisses d'épargne, ce variable peut monter quasiment à 100%. Donc c'est une situation très différente entre le Crédit Coopératif et les autres banques populaires et les caisses d'épargne. La question qui était posée par la résolution que nous avons retirée permettait, par un dispositif particulier, de faire en sorte que les dirigeants effectifs aient un variable qui puisse atteindre jusqu'à 120%. Elle contrevenait assez largement à ce qu'est la doctrine du Crédit Coopératif, et pour cette raison-là, nous n'avons pas souhaité retenir cette disposition de façon à garder au Crédit Coopératif une politique de rémunération des dirigeants qui reste singulièrement différente de celle des dirigeants des autres établissements bancaires de la place, y compris des établissements bancaires du groupe BPCE. Vous avez compris qu'il y a une partie que nous maîtrisons, l'autre que nous ne maîtrisons pas, dès lors que ce sont des cadres dirigeants du groupe BPCE. Vous pouvez considérer que ce sont des sommes importantes. C'est parfaitement légitime. Et ce sera toujours un sujet de débat, et ce sera tant mieux. Ce sont néanmoins des rémunérations qui sont très inférieures à ce qui peut se passer donc, dans d'autres établissements bancaires, avec des écarts de rémunération qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans les autres banques. Je vous invite à les vérifier par vous-même. Je n'ai pas tous les écarts de rémunération de toutes les banques, si tant est qu'elles l'affichent. Et d'ailleurs, si tant est que si vous alliez dans les autres banques, vous ayez le droit de poser ce genre de questions,
ce qui n'est, je crois, pas le cas partout, au crédit coopératif. Le rapport entre les 10 plus basses et les 10 plus hautes rémunérations est de 7,4. Le rapport entre la rémunération la plus basse et la plus élevée est de 13,2. Et je vous garantis, à vous de le vérifier, que c'est extrêmement mesuré comme type d'écart. Il n'y a pas, par ailleurs, de normes des entreprises de l'ESS, contrairement à ce que disait Mme Mérad. Concernant la rémunération des administrateurs et du président, les administrateurs sont indemnisés à concurrence du temps qu'ils passent à l'administration de la coopérative, en parfaite conformité avec le droit coopératif. Ils touchent 1 500 € par séance de conseil d'administration, 750 € par comité ou par séance de formation. La plupart d'entre eux, en fait, ne touchent, non pas pour les formations, pardon, la plupart d'entre eux ne touchent rien, parce qu'en fait, lorsqu'ils représentent une personne morale, cet argent, et c'est n'importe quoi ce que j'ai dit, excusez-moi, oui, c'est 750 € et 375. Je disais autre chose en même temps, je suis désolé. Et la plupart ne touchent rien parce que c'est la personne morale dont ils sont les représentants qui touche cette indemnité. Et ils ne touchent personnellement, la plupart du temps, rien du tout pour participer à nos travaux. C'est donc une forme d'engagement. Quant à la rémunération du président, qui est en fait une indemnisation, parce que je ne suis pas salarié, c'est ma seule activité, mais je ne suis pas salarié, elle est en réalisé sur 2023 de 320 000 629 €, sur une enveloppe de 322 qui était prévisionnelle. Elle comporte une indemnisation, un véhicule de fonction et une garantie chômage si jamais je n'avais plus cette indemnisation du jour au lendemain. Je vous rappelle que c'est un montant brut, donc vous pouvez enlever à peu près la moitié pour considérer ce que je touche réellement en termes d'indemnisation. Vous enlevez la moitié et vous divisez par 12, comme ça, ça vous donnera une idée. Ça reste beaucoup aussi. C'est sans commune mesure avec ce que touchent la plupart des présidents des autres banques. Je ne m'en plains absolument pas. Ça va très très bien. Je ne me viendrai pas à l'idée de demander plus. D'ailleurs, j'ai été renouvelé récemment. Je n'ai pas demandé 1 centime de plus. Ça me paraissait tout à fait normal, mais je conçois tout à fait que ce ne soit pas un montant qui soit dans le commun de la plupart de ce qui est envisageable pour beaucoup d'entre vous. C'est un salaire qui, par ailleurs, est largement inférieur à ceux de certains dirigeants parmi nos clients, au passage. Je me permets de le dire. Et dans les 10 plus grosses rémunérations, pour répondre précisément au point qui avait été soulevé par Mme Mérad, la particularité du crédit coopératif est d'intégrer dans ces 10 plus grosses rémunérations les dirigeants des 4 structures qui composent le crédit coopératif, soit le crédit coopératif, BTP Bank, Ecofi, SFIN, nos 2 sociétés de gestion. Donc il y a une différence notable par rapport à d'autres banques du groupe, dont les banques populaires. Ce qui fait que nous avons effectivement 4 dirigeants de banque dans les 10 plus hautes rémunérations. Voilà, j'espère que j'ai été clair, hormis l'erreur que j'ai faite qui a laissé des faux espoirs aux administrateurs, je suis désolé, je disais autre chose en même temps, que ce n'était pas du tout les mêmes montants. Ça ne concernait pas le crédit coopératif. Pour la question suivante, est-ce que la personne peut se lever pour qu'on la voie? Celle qui a le micro en main. Oui, merci. C'est moi. Michel Delpy, je viens de Limoges, où je suis membre du conseil local Creuse-Haute-Vienne. Ma question porte sur les liens, précisément, avec les banques populaires. Monsieur le Président, vous avez fait dans le webinaire un exposé très utile sur l'histoire de ces 2 établissements, qui est très très lié. Et puis, je voulais noter qu'en ce moment se déroule une campagne publicitaire pour le crédit coopératif, notamment à la radio, qui insiste en particulier sur le soutien au monde associatif et sur les responsabilités de solidarité qu'assume le crédit coopératif. Et puis j'ai été surpris d'entendre un petit peu la même campagne faite par la Banque populaire quasiment au même moment. Est-ce que c'est une concurrence déloyale interne entre frères, si j'ose dire, ou est-ce que c'est un déficit de coordination entre les dirigeants de l'une et de l'autre banque? Merci pour votre question. Alors sur la deuxième, je laisserai Pascal répondre, parce qu'en plus c'était son job avant de nous faire concurrence, donc du coup, il est mieux placé que moi pour répondre. Mais je pense que c'est la campagne des caisses d'épargne plus que des banques populaires, me semble-t-il. Mais... Ah aussi? Oui. Alors, nos liens avec les banques populaires,
Écoutez, on a le principal protagoniste de l'époque, il est devant nous. C'est Jean-Claude de Tilleux, qui était président directeur général à l'époque. Le Crédit Coopératif, en 2002, a décidé de ne plus rester tout seul et de s'adosser à un groupe bancaire. Je crois savoir qu'il a fait un peu le tour de la place. Il n'y avait pas que les banques populaires qui étaient potentiellement une maison d'accueil pour nous. Nous cherchions des liens de solidarité, plus que des liens de convergence, à vrai dire, à une époque où le marché bancaire se restructurait, où c'était un peu tendu pour le crédit coopératif. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons adhéré à ce qui s'appelait à l'époque la Banque fédérale des banques populaires, qui organisait un système de solidarité entre les banques adhérentes, moyennant quoi nous avons perdu un tout petit peu d'autonomie, mais pas tant que ça, à vrai dire, parce que nous avions un protocole d'intégration qui était extrêmement bien négocié par Jean-Claude de Tilleux et qui nous laissait une très large autonomie. Mais nous sommes devenus juridiquement une banque populaire. Nos statuts sont des statuts, enfin, je ne vais pas dire type, parce qu'on a quelques différences quand même par rapport aux banques populaires, et nous sommes la seule banque populaire nationale, il y a la Caisse d'aide, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctions, et la seule d'ailleurs banque coopérative nationale au passage. Mais donc ce sont des liens juridiques d'abord, financiers ensuite, et lorsque le groupe BPCE a été constitué, qu'il a absorbé la Banque fédérale des banques populaires, nous sommes devenus actionnaires de BPCE SA, qui est la tête de groupe, et nous détenons 1% du groupe BPCE aux côtés de nos collègues des banques populaires et des caisses d'épargne BPCE SA et d'autres filiales pour un certain nombre de métiers, et en même temps notre organe central pour nous contrôler. C'est un rapport un peu particulier que je ne qualifierai pas ici, pour rester pudique, mais néanmoins je veux bien approfondir la question si vous le souhaitez. J'espère que ça répond à votre question. Et c'est vrai, pardon, on ne s'est jamais affiché Banque Populaire. Non. Ça faisait partie du protocole que nous avions signé, que nous gardions notre marque, que nous étions les seuls gestionnaires et que le groupe, enfin ni les banques populaires avant, ni le groupe BPCE ensuite, n'avaient à interférer dans la façon de gérer notre marque. Et sur la communication, c'est vrai que le crédit coopératif a une longueur d'avance sur le circuit de l'argent, sur la traçabilité, sur nos engagements. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, on est concurrencé. On est concurrencé par un autre grand groupe mutualiste, et on est aussi concurrencé dans le groupe. Si vous voyez, pour ceux qui sont sur la région bordelaise, il y a une publicité de la Caisse d'épargne qui est très proche de la nôtre. Et si je suis taquin, pourquoi? Parce que la personne qui le porte à la Caisse d'épargne, elle vient du crédit coopératif. Et elle a trouvé que ce qu'on faisait, c'était plutôt bien, et elle est en train de le faire en Aquitaine. Est-ce qu'il faut s'en offusquer? Oui, ça m'embête. Mais finalement, ce qu'on fait qui est bien, qui va servir à des coopérateurs qui sont dans le même groupe, ben oui, je me suis offusqué, j'ai râlé, etc. Et voilà, ça fait sens. Maintenant, sur les banques populaires, on a un territoire de communication qui n'est pas tout à fait le même, et en même temps, je trouve qu'on a un bout d'ADN qui est très identique, qui est celui de l'entrepreneuriat. Les banques populaires, c'est les banques de ceux qui entreprennent. Et j'ai plaisir à dire que le crédit coopératif, c'est aussi ceux qui entreprennent leur vie. Quand on crée une association, quand on se regroupe pour porter un projet, on entreprend. Quand on crée une coopérative et qu'on se fédère, on entreprend. Quand on porte un projet de reprise d'un commerce associé, on entreprend. Et j'ai le sentiment que sur les personnes physiques qui font le choix que leur épargne elle soit au service du développement de la société, ils entreprennent aussi quelque chose. Et je me dis que quelque part, dans cette communication-là, si on doit se retrouver sur quelque chose, c'est certainement le goût d'entreprendre. Je serais assez surpris si je vous demandais de lever la main, pour savoir qui est là en tant que sociétaire particulier ou qui est là en tant que sociétaire de personne morale. Je pense qu'il y aurait une surreprésentation des particuliers, à vrai dire, et ce serait assez normal. Mais il faut que nous partagions quand même vraiment, en contrepoint de ce que vient de dire Pascal, je crois que le crédit coopératif, c'est très divers en fait en termes de clients et de sociétaires. Bien sûr que notre communication, elle parle beaucoup aux particuliers engagés, attirés par la nature de l'engagement du crédit coopératif en matière de transition écologique, en matière de justice sociale, etc. Mais la base de clientèle historique du crédit coopératif, ce sont d'abord des entreprises sous forme coopérative, puis mutualistes, associatives, et plus conventionnelles aussi dans certains secteurs d'activité, que peut-être d'ailleurs vous ne soupçonnez pas, c'est-à-dire dans le monde des PME de l'industrie mécanique. Nous avons beaucoup de clients, des entreprises dans le monde du BTP, je ne pense pas que vous le soupçonniez non plus, mais aussi dans le monde de la distribution commerciale, dans le monde du commerce coopératif associé de manière générale,
aux côtés de secteurs d'activité qui vous paraissent plus spontanément en phase avec l'image publique du crédit coopératif, le monde sanitaire et social, le monde de la culture, le monde des énergies renouvelables, et j'en passe, et des meilleurs. Il faut que vous ayez tous conscience que ce soit des personnes morales ou des particuliers, le monde du crédit coopératif, il est très vaste en termes d'activité, très vaste en termes de structure, et certains de nos choix, historiques d'ailleurs, sont des choix dictés par des personnes morales. Je prenais récemment en exemple une petite polémique sur le financement de l'industrie de défense, et nous sommes la seule banque à exclure explicitement le financement de l'industrie de défense, ce qui peut être d'ailleurs un débat intéressant à mener, pas aujourd'hui, si vous voulez bien, mais néanmoins, j'étais amené à m'expliquer sur la raison pour laquelle c'était ça. Alors il y a ceux qui pensaient que le crédit coopératif faisait ça par sensibilité pacifiste ou gauchiste, ou j'en sais rien. Le fait est que l'histoire, c'est que ce sont les congrégations religieuses qui nous ont demandé de ne pas financer l'industrie de défense, parce qu'elles plaçaient leur argent en fait au crédit coopératif, considérant qu'il leur fallait un établissement financier qui leur garantisse que cet argent n'allait pas servir à n'importe quoi. Et c'est de ce fait-là, principalement, pas que, mais principalement, que nous ne finançons pas l'industrie de défense. Donc c'est parfois éloigné des représentations, donc il faut que nous fassions attention, et je pense que dans le projet stratégique sur lequel nous sommes en train de travailler, il y a vraiment la question de la représentation collective que nous avons de notre histoire, de nos secteurs de clientèle, de ce qui nous motive, à qui on s'adresse, etc. Et de casser parfois aussi un peu les barrières entre particuliers, personnes morales, et entre personnes morales selon les secteurs, est-ce qu'on est de l'ESS, est-ce qu'on ne l'est pas, etc. On a cet enjeu devant nous et je pense que c'est hyper stratégique pour la suite. Encore une question de la salle. Oui. Il faut que ce soit les dernières questions, donc ce sera les 2 dernières. Bonjour, Charles Delannoy. J'ai été interpellé par un des chiffres de la plaquette chiffre clé, à savoir en 2023, il est inscrit plus 126 000 sociétaires. Bien sûr, c'est une énorme coquille, comme on le trouve dans la lettre que vous adressez aux sociétaires. Mais ça reste quand même une belle progression, 11%. Pourtant, quand on regarde les chiffres des résultats des 5 dernières années, le nombre de parts sociales a baissé de 3,7% et le montant en capital a baissé de 3,7%. À mon avis, c'est la première fois depuis des dizaines d'années. Je suis personnellement rentré au Crédit Coopératif en 1974, je ne me rappelle pas d'une telle baisse du nombre de sociétaires. Comment pouvez-vous l'expliquer? Est-ce que l'une des explications est la faible rémunération que vous offrez? 1% en 2022, 2% en 2023, quand on sait que le taux du livret A est à 3% et que l'on paye un impôt sur les revenus de nos placements, ça fait à peu près une rémunération équivalente à 50% du livret A. Voilà. Peut-être aussi, par rapport à ce qui a été dit dernièrement, je dirais une des explications est le fait que, justement, malgré ce que vous avez dit, les dirigeants du Crédit Coopératif, depuis l'entrée du Crédit Coopératif aux banques populaires, n'ont cessé d'avoir leur salaire et leur rémunération augmenter très largement. Donc il y a un effet de ciseau qui me semble un petit peu dommageable. Merci. Merci pour cette question. Alors si on a écrit plus 126 000 sociétaires, c'est une vraie coquille. Nous avons effectivement une progression d'un peu plus de 10%, de près de 11% de notre nombre de sociétaires, ce qui doit faire un peu plus de 12 000 sociétaires, si je compte bien. C'est une progression qui est notable et effectivement, nous avons eu à cœur, durant ces années, de développer le nombre de nos clients qui sont sociétaires. Donc de faire en sorte que le taux de sociétariat de chacune de nos cibles de clientèle progresse cette année. Mais c'est vrai que nous le faisons avec un nombre de parts sociales qui est faible parce que ça ne doit pas être un placement financier. Et ce qui s'est passé, et vous l'avez très bien analysé, c'est qu'un certain nombre de personnes ne sont pas venues pour l'engagement vers leur banque coopérative et pour amener les fonds qui servent au développement de leur banque, au financement des prêts, au financement des projets, etc., mais pour un revenu financier. Et dans une période qui était celle du Covid, puis de la hausse rapide des taux, nous avons une année de décalage et nous n'avons pas la capacité aujourd'hui
avec notre engagement à maintenir des tarifs qui sont bas, à générer un résultat net qui permette de délivrer 3, 4, 5%. Donc le dividende ou l'intérêt aux parts sociales plutôt qui est délivré, il est plus faible. Et de très gros sociétaires qui avaient plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains de parts sociales au sein du crédit coopératif ont demandé le remboursement de leurs parts sociales. C'est moins de 2% chaque année, ce qui veut dire que 98% de nos sociétaires nous ont maintenu leur confiance. Nous sommes très vigilants à cette limite réglementaire de 2%, mais effectivement, c'est un point d'attention, vous l'avez bien identifié. Ceux qui avaient utilisé les parts sociales comme un placement financier ont, pour certains, décidé d'arbitrer. Nous avons fait un effort très important en montant à 2%. Je crois que nous sommes aujourd'hui l'une des banques coopératives, si ce n'est la banque coopérative, qui distribue le plus de son résultat. Nous distribuons un peu plus de 60% de notre résultat dans les parts sociales. Nous allons vous proposer, si vous l'acceptez, en fixant le taux à 2%, de distribuer 22 millions d'euros de retour à nos sociétaires. On distribue, si je veux être un peu taquin, à peu près au même niveau que des banques très capitalistiques. Donc nous avons fait le choix de retourner le plus de valeur possible à nos sociétaires. Ouais, juste en complément, mais on a, enfin je ne veux pas faire la chronique de 20 ou 30 ans d'histoire du crédit coopératif, mais on a, je crois, par rapport aux autres banques coopératives dans le groupe BPCE, été toujours en bas du tableau en termes de rémunération. Ça n'a, je crois, jamais été la motivation principale de nos sociétaires que d'avoir ce type de rémunération, voire même on a des réactions inverses à celles que vous avez de certains sociétaires qui expliquent qu'en fait leur sujet n'est pas la rémunération des parts sociales, c'est de faire en sorte qu'il y ait des moyens pour que la banque fonctionne et qu'on écoute leurs besoins. Peu importe, les deux positions sont parfaitement compréhensibles et légitimes, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, dans l'histoire du crédit coopératif, il y a des cadres ici plus anciens que moi dans cette maison, je crois qu'on a toujours été plutôt au bas du tableau en termes de rémunération des parts sociales. Notre problème à nous, c'est d'éviter de faire le yo-yo. Voilà. C'est une année 1, une année 2, et puis après on redescend, on remonte, etc. Ça, c'est très mauvais pour le coup. C'est pas bon pour l'entreprise déjà, pour commencer. Ça ne rend pas les choses très lisibles, et c'est pas très bon non plus pour ceux qui nous font confiance ou qui, en tout cas, essayent de le faire. Deuxième chose, je ne peux pas partager la comparaison que vous faites, enfin la comparaison ou le lien que vous faites entre la rémunération des dirigeants et la rémunération des parts sociales. Je pense que ce sont deux sujets totalement différents, à ceci près que d'ailleurs la part variable du directeur général et de son adjoint comprend une fraction qui est calculée sur précisément l'augmentation du nombre de sociétaires. Donc il ne peut pas y avoir une augmentation de la part variable du directeur général si le nombre de sociétaires diminue. En tout cas, sa part variable sera diminuée à cause du concurrence, effectivement, du non-respect de ce critère-là. Après, que vous fassiez un lien avec l'appartenance au groupe BPCE, alors c'est en partie vrai, en partie faux. C'est faux en ce qui me concerne. Moi, ma rémunération est inférieure à celle de mon prédécesseur direct, et comme celui d'avant, Jean-Claude est là, je ne sais pas, je ne vais pas faire offense, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je gagne moins que mon prédécesseur, donc ça n'a rien à voir, donc c'est faux. Et sur la question du directeur général, oui, je l'ai dit tout à l'heure, nos dirigeants, enfin les directeurs généraux, en tout cas, font partie d'une grille de salaire. Enfin, on applique à nos directeurs généraux une grille de salaire qui dépend du groupe BPCE. C'est lié à un facteur, on peut être pour, on peut être contre, c'est là aussi parfaitement légitime, qui favorise la mobilité dans le groupe BPCE. Il y a des parcours de dirigeants, et certains de nos collaborateurs du crédit coopératif seront amenés à devenir des dirigeants d'autres banques du groupe BPCE. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et pour que... Enfin, pas tout le mal, enfin, peut-être le bien plutôt d'ailleurs. Ça dépend à quel point de vue. Mais donc on souhaite cette mobilité-là. C'est une règle qu'on s'est fixée collectivement. Pour que cette règle fonctionne, il faut que, évidemment, la façon de traiter les personnes sur le plan du salaire soit à peu près équivalente d'une banque à une autre. Nous, on a une grosse différence. Et je ne vous cache pas que c'est un problème. Voilà. Je sais que le crédit coopératif est une banque formidable, j'en suis fier. Vous êtes des sociétaires formidables, mais il n'y a pas que des gens qui ont envie de venir travailler pour nous et pour vous en gagnant 50% de moins. Il n'y en a pas beaucoup même, à vrai dire. Et j'ai la DRH en face de moi, je sais qu'elle partage cette opinion. Spontanément, c'est assez bizarre, mais le premier réflexe, c'est « Ah, c'est super le crédit coopératif ». Le deuxième, c'est « Combien vous payez ?»« Ah, bah c'est cool, mais finalement, non, en fait. » Voilà, ça c'est la réalité. Nous l'assumons jusqu'ici. Vous pouvez toujours critiquer les rémunérations, c'est parfaitement votre droit. Vous pouvez même voter contre. Mais la réalité, elle est celle-là.
nous avons une politique différente de celle des autres banques du groupe BPCE qui est pénalisante pour nous. Pénalisante aussi pour nos dirigeants qui gagnent moins ici, qui gagneraient ailleurs. C'est leur choix et dont acte. Cela dit, sur la partie fixe, je pense que ce n'est pas un mauvais système que de dire que les principaux dirigeants du groupe BPCE sont dans une grille de rémunération qui varie, hein, et ce n'est pas qu'un seul fixe, c'est en fonction de leur expérience, dans les fonctions exercées, etc., de leur ancienneté dans le groupe. On les positionne en fonction de ça sur cette grille-là, et je pense que c'est plutôt intelligent pour faire en sorte qu'il y ait cette mobilité dans le groupe et pour préparer les parcours des futurs dirigeants. C'est la raison pour laquelle, là je suis d'accord avec vous, le fait que nous soyons dans le groupe BPCE norme la question des rémunérations, et pour ce qui concerne les directeurs généraux, je crois légèrement à la hausse par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, évidemment. Mais comme je ne sais pas comment c'était chez nos collègues, je me méfierais de toute généralisation. Je propose qu'on prenne une dernière question, mais cette fois-ci pour les personnes qui nous suivent à distance. Sur l'intervention du réviseur coopératif, qu'est-ce que ça va déclencher au crédit coopératif suite à ce rapport, et notamment sur des secteurs de l'armement et du nucléaire que nous avons actuellement mis en exclusion. Oula. Alors, en général, le rapport du réviseur coopératif qui, à la fin, a des préconisations, non, c'est pas comme ça que c'est dit, mais des pistes d'amélioration, enfin, je sais Constat, plus. Oui. On va les confier au comité RSE et sociétariat pour qu'ils s'en saisissent, pour voir sur quel sujet on va travailler, comment, dans quel rythme, etc. On espère que dans 5 ans, enfin, on ne sait pas si ça sera M. Carpentier, mais enfin, pas à ce stade en tout cas, mais on espère que dans 5 ans, le prochain rapport du réviseur, ou avant d'ailleurs, puisqu'on peut rendre compte à l'Assemblée générale de ce qu'on a fait de tout ça, on verra globalement ce que nous aurons fait des préconisations. Sur le secteur de l'armement, écoutez, moi je n'ai pas à ce stade prévu d'en faire un sujet de débat. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas comment la question est posée du coup, parce que il y a ceux qui plaideront pour le statu quo. On assume le fait de ne pas financer l'industrie de défense globalement, et on a aussi ceux, soit parce qu'ils sont concernés directement parmi nos clients, parce qu'on a des sous-traitants de l'industrie de défense chez nous, qui ne fabriquent pas des armes, qui fabriquent des composants électroniques, qui fabriquent des pièces métalliques qui vont servir à des entreprises qui, parmi leurs activités, parfois font des systèmes d'armement. Donc on a ce débat chez nous aussi qui nous est apporté, des gens qui nous disent, mais écoutez, vous stigmatisez l'industrie de défense, est-ce que c'est bien raisonnable par rapport à nous? Et puis il y a le sujet plus général. Nous sommes en guerre. Est-ce qu'une banque comme le Crédit Coopératif a le droit de ne pas financer, le droit moral, on va dire ça comme ça, l'industrie de défense? Je ne vous préconise pas de faire non plus, là aussi, un débat général sur le sujet, mais je pense que le débat, il est légitime, bien évidemment. Pour autant, il faut redescendre sur Terre 2 minutes. Je ne connais aucun, enfin, c'est pas mon boulot, hein, c'est plutôt le tien, Pascal, mais je ne connais aucun grand industriel de l'armement qui demande au Crédit Coopératif de lui prêter de l'argent. Donc, on va pas trop non plus faire des nœuds au cerveau pour un problème qui n'existe pas, quand même. Hein. Donc, Thales, Dassault et d'autres ne viennent pas voir le Crédit Coopératif pour lever des centaines de millions d'euros pour financer leur nouvelle ligne de production d'obus. Ça n'existe pas, d'accord? Donc, c'est bien d'avoir des positions de principe, je les partage. C'est bien aussi de les éloigner un peu, parfois, des débats, dès lors que ça n'a pas de réalité concrète. Voilà. Ça a une seule réalité, deux, on va dire ça comme ça. Un, quand on met sur des affiches qu'on ne finance pas l'armement, on a des réactions contradictoires. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc il faut savoir comment on l'assume. Et puis, un peu plus emmerdant, pardon de le dire comme ça, on a parfois, c'est arrivé il y a quelques jours, un ministre de la Défense qui dit « Je vais bientôt dénoncer la banque qui refuse de financer l'armement ». Alors, perso, je n'ai pas son téléphone, mais Moi non plus. Il ne l'a pas cité. Quoique si, je crois que je l'ai. Il ne l'a pas cité. Il est possible que ce soit nous ou pas. Parce qu'il est possible qu'il confonde une banque, un fonds d'investissement qui pourrait appartenir à une banque. Les ministres sont omniscients, bien sûr, mais ils ne connaissent pas tout. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faille creuser le dossier. Je suis prêt à avoir un débat, d'ailleurs, avec le ministre sur la question, en votre nom, ce qui veut dire qu'on aurait un débat préalable, mais je ne vais pas le provoquer non plus. Et sur la forme, j'aime pas, par contre. Voilà.
Parce qu'on a déjà eu 2 initiatives parlementaires, des propositions de loi déposées par un sénateur et par un député, qui ont prévu d'appliquer des sanctions aux banques qui refuseraient de financer l'effort de défense. Alors, ces propositions de loi n'ont pas eu d'avenir, elles ne sont pas mortes pour autant, mais évidemment que c'est un sujet qui pourrait devoir être traité sérieusement si les choses prospéraient. Voilà. Mais on ne va pas se précipiter à ce stade, à mon avis. Oui, on arrête les questions, Laurent, j'ai compris. Parce que le sujet ne nous est pas concrètement posé à ce stade, hormis un minimum de pression médiatique. Voilà. On a arrêté les questions. Et donc, du coup... On enchaîne. On enchaîne. Alors, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons passer maintenant au vote des résolutions. Merci en tout cas d'ailleurs de toutes vos questions. Je reprécise, hein, tout est en ligne sur le site, les réponses aussi précises que possible. Et pour répondre toute l'année à des questions de sociétaires, bien évidemment, le fil n'est pas rompu à l'issue de l'Assemblée générale. Pardon. Pour les opérations de vote, je vous rappelle que, conformément au principe coopératif, et M. Carpentier nous l'a rappelé, chaque sociétaire dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. L'Assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix, c'est-à-dire la moitié des voix plus une, exprimées par les sociétaires présents ou représentés, y compris les sociétaires ayant voté par correspondance. Ça va donc être le cas sur les résolutions numéro 1 à 16, sauf la 13 qui a été retirée par avance. Ensuite, les résolutions ressortissant de l'Assemblée générale extraordinaire devront être adoptées à la majorité des 2/3, c'est-à-dire 66,66% des voix, exprimées par les sociétaires présents ou représentés, y compris les sociétaires ayant voté par correspondance. Ce sera le cas pour les résolutions 17 à 22. Toute abstention exprimée en Assemblée ou dans le formulaire de vote par correspondance ou résultant de l'absence d'indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé. Ce n'est pas une option du crédit coopératif, c'est une règle de droit. Je préconise de ne pas avoir de débat sur la nature de l'abstention. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration présents, un peu dissipés par moment, la direction générale et toutes les équipes de la banque qui font encore une fois la banque au quotidien et qui, dans ces moments forts, ne ménagent pas leurs efforts pour faire en sorte que notre vie commune, sociétaire, client, collaborateur, soit la plus riche possible, au sens philosophique du terme, bien sûr. Je vous remercie également, chers sociétaires, d'être venus pour votre engagement à nos côtés, et pour votre confiance qui s'est traduite par les résultats de cette Assemblée générale. Merci à tous.